Alors, je propose qu'on écoute Nicolas Boileau, comme ça on gardera 2-3 minutes ensuite. Donc, professeur. Donc, vous allez voir, Nicolas Boileau va nous parler d'un roman, ça s'appelle Asile. Donc, il nous plonge tout de suite dans la vie d'un hôpital psychiatrique. Alors, c'est un roman, je trouve, qui fait quand même forte impression. Je ne sais pas si c'est parce que d'emblée on est pris un peu dans l'imaginaire de la situation de la vie de l'hôpital psychiatrique, par le côté un peu incongru de la situation, puisqu'il s'agit d'un patient qui tombe amoureux de la femme du directeur de l'hôpital. Mais en tout cas, on sent une tension, et tout ça, enfin, des personnages assez influents, forts, une tension, et sur fond de passage à l'acte, de risque de passage à l'acte amoureux. Et puis par ailleurs, dans votre exposé, il me semble que vous mettez aussi en évidence, un peu en contrepoint, si je puis dire, les impasses de la psychiatrie, de certains psychiatres, lorsqu'ils ne tiennent pas compte même de leur propre subjectivité. Oui. Merci pour cette présentation. Vous m'entendez ? Donc je vais ici poursuivre en fait un travail qui a déjà été publié en partie l'année dernière dans un ouvrage collectif qui s'intitule Folie meurtrière, paru aux presses universitaires de Rennes, et je vais développer, donc j'espère avoir repris suffisamment d'éléments pour que vous puissiez suivre. Comme l'a dit Caroline, il s'agit d'un roman Asile, qui m'intéresse à plusieurs titres, malgré son apparente simplicité. On ne trouvera pas dans ce texte de trouvailles stylistiques, d'inventions formelles, de marques d'une écriture symptomatique, donc je dirais de tout ce qui pourrait vous intéresser a priori, ou plutôt on n'en trouvera pas de marques flagrantes, extraordinaires. On pourrait même, et c'est la raison pour laquelle je souhaite parler de ce texte qui a été en partie oublié, on pourrait même se laisser prendre et se méprendre de tout l'appareillage du roman noir que l'écrivain déploie. Nous faisons alors complice d'un procédé de narration pervers au sens commun, c'est-à-dire qui manipulerait sciemment pour nous tromper, et chercher ainsi à traquer la certitude qui structure le compte-rendu, puisque toute l'histoire nous est racontée par le psychiatre qui, in fine, aura suivi et le criminel et la criminelle au cours de l'histoire. Donc, je vous pose quelques jalons de l'histoire. L'action du roman de McGrath se situe dans un hôpital psychiatrique qui est tout à la fois moderne, on est en 1959, et il suit les préconisations de l'antipsychiatrie britannique. Les patients, ils circulent de manière assez libre et ça donne à diverses activités comme le jardinage, mais aussi carcérale. C'est un modèle de surveillance et tout le corps psychiatrique est ravi de pouvoir se prémunir contre toute tentative d'évasion. Le personnage principal, Stella, il vit parce qu'elle est mariée au directeur adjoint de cet établissement, un homme prometteur qui s'appelle Max. Mais elle se laisse séduire par un patient, Edgar, enfermé ici parce qu'il a tué par décapitation son ex-femme, persuadée qu'elle avait un amant. Edgar utilise Stella pour sortir de l'hôpital, puisque au cours d'une relation adultérine avec Stella, il se grime en directeur adjoint de l'hôpital pour sortir. Au lieu de céder à la pression sociale et donc de rentrer au foyer, Stella quitte le domicile et commence à s'aviler dans des mensonges lui permettant de retrouver son amant dans le centre de Londres, jusqu'à ce que le mari, psychiatre mais pas psychologue pour dessous, décide de déménager dans un nouvel hôpital, affreux, sordide, dans un coin reculé du pays de Galles, plus vieux. Là, Stella, déplacée, mais pas du tout dérangée dans sa logique subjective, se laisse prendre aux avances de son voisin et, perdue, elle assiste sans intervenir à la noyade de son propre fils. Stella est alors ramenée dans l'hôpital psychiatrique qu'elle avait quitté parce qu'elle était une femme adultérine.
cette fois-ci comme patiente, qui d'autre qu'une folle laisserait mourir son fils. Elle se suicide lorsque le psychiatre donc, qui la suit, et qui est donc le narrateur de l'histoire, le docteur Cleave, lui demande si elle veut prendre sa main. On voit bien comment ce résumé rapide de l'intrigue peut nous amener à une interprétation très imaginaire du roman, sous l'angle du genre noir, ces enquêtes où les fous et sociopathes affolent l'imaginaire de la mort et de la contingence qui hantent les bonnes familles, souvent blanches et américaines. Dans mon premier article, j'ai choisi de déplier la logique subjective de Stella, personnage central de l'intrigue, bien que muette la plupart du temps, pour essayer de serrer au plus près ce qui relève de sa jouissance liée à une position féminine, afin de démontrer comment on pouvait s'appuyer sur celle-ci malgré son silence et des signes discrets de ce qui pointe vers son absence de subjectivation du monde. C'est à partir de ce travail que je voudrais m'intéresser devant vous au personnage du docteur Cleave, le médecin psychiatre qui prend donc en charge ce récit, dont on comprend donc qu'il témoigne d'un échec. Cleave n'a pas seulement échoué à aider ses patients, il les précipite vers la mort, puisqu'à la fin les deux patients se sont donné la mort. Je voudrais, moi, le sortir de l'ornière dans laquelle a placé la Vulgate littéraire, qui le range dans la catégorie des savants fous et autres narrateurs incertains, qui seraient l'apanage du roman noir, lequel vise à susciter, réveiller, nourrir l'angoisse. Il me semble intéressant de relever comment se construit entre Stella et Cleave un délire à deux, ou même, devrais-je dire, la soutenabilité d'un délire à deux, comme on parle de la soutenabilité environnementale aujourd'hui. Chaque délire peut se déployer parce qu'il est conforté ou étayé, nourri par le délire de l'autre, ici l'analyste. Car si je ne suis pas les critiques dans leur analyse de l'instabilité narrative, je souhaiterais comprendre à quelle place le psychiatre se situe par rapport au savoir qu'il convoque et auquel il adhère. À trop vite conclure que le savoir scientifique aveugle, proposition universelle qui vaudrait pour tous, ne risque-t-on pas de ravaler la singularité du cas, celui de l'analyste, et du rôle qu'il joue dans l'émergence des symptômes de Stella? Ou pour le dire autrement, n'est-ce pas dans un délire à deux que peut se comprendre l'ironie de l'auteur, qui, dans la préface de la réédition à ce roman en 2015, affirme contre toute évidence qu'il a écrit ici une histoire d'amour romantique. On commencera donc par traduire le nom du psychiatre qui trace la voie d'une ambiguïté fructueuse tout au long du roman. Cleave, en anglais, signifie tout à la fois couper et s'attacher, diviser et coller, séparer et faire tenir ensemble. Donc c'est le même mot et il a deux sens contradictoires. C'est le même mot qui est employé dans une nouvelle de Joyce. Dans une première lecture de surface, on pourrait penser que justement le docteur Cleave est l'incarnation de celui qui adhère en tout point à l'idéologie scientifique de son époque. Je vous ai dit qu'il s'agissait de 1959. Même si ses outils théoriques sont peu précis. Il prend soin toujours de nous rappeler ses grandes connaissances, son placé glorieux de grand diagnostiqueur. Il est celui qui observe de cet œil clinique mis en évidence par Foucault, que résume l'expression « la suzeraineté du regard ». Stella est un cas, le narrateur nous la présente comme tel, médié par l'observation clinique, mais c'est un cas qui, pour Cleave, ne se définit pas par la singularité. C'est un cas parmi d'autres, de ceux que Cleave ne connaît que trop bien. Cleave explique qu'il observe ses patients dans leur quotidien, comme si l'asile était effectivement panopticon. Il note ses observations sur Edgar, qu'il a trouvé tout insonnaise lors d'une scène de bal sur laquelle je reviendrai, dans une perspective clinique fondée sur la médecine somatique. Je cite, « Mon inquiétude, c'était que sans ces traitements, sans ma main pour le guider, il formerait une relation avec une femme et la maladie renaîtrait. » L'expression est peut-être figurée, mais cette main qui guide le patient est une main qui sait, délirante dans son désir de devenir mainmise sur le destin du patient. Et on voit déjà que l'inquiétude dont il est question n'est pas que maladresse de style. Il s'agit bien d'une certitude qui ne fléchira pas quand l'évidence sera pourtant qu'il n'a rien vu. McGrath, l'auteur, quant à lui, tient à souligner l'exception que constitue le cas dont il s'agit dans ce roman. C'est un trait qu'il met en évidence constamment. Edgar et Stella font échouer le savoir auquel le médecin se colle. Ainsi, Cleave se souvient que Stella, regardant les patients danser, lui avait dit, Max, donc c'est son mari, dit que la psychiatrie attire des gens qui ont une grande angoisse à l'idée de devenir fous. Cleave avait répondu de manière abrupte,
Max doit parler pour lui, comme si l'idée d'une autre scène pour lui-même lui était étrangère et que la folie était ailleurs, de l'autre côté d'un mur qui le séparerait de la raison. Si Cleave échoue donc à percevoir ce qui lui fait défaut, c'est notamment que le sexuel qu'il projette sur Stella comme sur Edgar lui est insu. Ou disons que la manière dont le sexuel affleure dans les cas qu'il traite nous indique qu'il est lui-même ignorant de ce qui l'attire dans le cas de Stella, et que celle-ci vient interroger. Je prends comme exemple le diagnostic qu'il porte avec la plus grande assurance dans le texte. Je cite, c'est une citation un peu longue, « Un complexe de Médée classique, de la psychiatrie de routine. D'un point de vue clinique, sa relation avec Edgar était bien plus intrigante, et je dois même avouer que c'était l'un des exemples les plus dramatiques et les plus sophistiqués de pulsions obsessionnelles morbides que j'ai rencontré dans ma longue carrière clinique. Réfléchissez à ceci, ce qu'elle avait vu dans l'eau, in extremis, n'était pas Charlie, donc son fils, pas même Max, c'était Edgar. » Reprenant ici une nomination de Stern datant de 1948, le docteur Cleave s'attache à témoigner d'une virtuosité du diagnostic fondée sur sa grande pratique, construisant un cas avec la distance que confère l'autorité, sans remarquer qu'il hiérarchise à la place de sa patiente les événements, en l'occurrence cet infanticide, par accident. Aussi énonce-t-il une interprétation sans en faire un acte clinique ou sans que celle-ci ne lui serve de boussole. Cette suggestion aboutit à un savoir à valeur de vérité, résumé par la formule lapidaire, c'était Edgar. Or, les critiques ont conclu qu'il fallait entendre derrière cette formule qu'en fait, ce déplacement du fils au mari, puis à l'amant, relevait plutôt de la vérité du docteur, dont l'amour se porterait peut-être sur Edgar. Une hypothèse validée par le patient lui-même, lorsqu'il explique en apprenant que Peter vient de déclarer sa flamme à Stella. La question, dit-il, mais c'est que ferait-elle avec une vieille folle comme toi ? Peter ne réagit pas. Il ne se met pas en jeu dans cette relation comme objet du désir, d'un quelconque désir. Cette question, pourtant, posée par le patient, vient mettre en lumière comment la dimension sexuelle de Cleave reste une énigme, que la suspicion d'homosexualité à une époque où celle-ci passe comme une matière d'être et d'être féminisée vient souligner. Le roman fait alors apparaître une tension entre le sexuel à ciel ouvert des relations que Stella noue avec des hommes et l'inhibition totale, au point de sa sclérose, du désir de Peter, vieux garçon autoritaire qui ne se trouve capable de proposer sa main qu'à une femme enfermée sous son autorité. Voilà une tension dans le texte qui nous oriente vers le couple de l'amour et de l'allure, vers quelque chose qui résonne malgré lui dans sa pratique clinique. Le roman s'ouvre ainsi sur une scène de bal au sein de l'hôpital. C'est la même scène où Cleave nous avait affirmé que Edgar s'était plutôt bien comporté, au cours de laquelle donc Edgar, le patient du docteur Cleave et futur amant de Stella, demande à Stella de danser. Celle-ci sent contre sa cuisse le membre en érection de son partenaire. C'est d'ailleurs le sens de gare dans Edgar, qui veut dire la lance. Ce qui lui procure un plaisir inattendu et mystérieux. Toute la scène nous est racontée rétrospectivement par le docteur Cleave, qui depuis reçoit Stella. Le docteur Cleave ne pense pas que l'effet du langage soit primordial. Jamais il ne rapporte les paroles de Stella ni d'Edgar. Il est sourd aussi bien qu'aveugle à ce que ces rencontres provoquent chez lui. Et il relie sans arrêt les cas de Stella à une exception énigmatique, au lieu d'entrevoir que c'est en tant qu'elle vient interroger son désir à lui, qu'elle lui est une énigme. Lorsqu'il propose à Stella de se marier avec lui, Peter lui explique les règles de ce qui apparaît comme une union contractuelle. Je cite, « Nous parlerons, hurions, j'en viendrai à vous connaître, comprendre son aventure avec Edgar. Elle, à son tour, trouverait du réconfort auprès de moi, de la sécurité. Un asile, c'est ce que je lui dis. Asile ?» Elle était étonnée. Je vois ici les traits d'un délire à deux. Non seulement le docteur Cleave rompt avec l'éthique clinique en s'offrant ainsi à sa patiente, muet par l'idée que qu'elle est celle qu'il veut et qui pourra la sauver, alors même qu'il n'y arrive pas. Mais surtout, pour Cleave, il n'y a pas d'éprouvé préalable. Il raconte beaucoup, mais n'arrive pas à construire le cas de sa patiente autrement que par l'exception à son savoir. Pour parodier une expression, on pourrait dire que Cleave, dans sa pratique, illustre l'adage « qui trop embrasse, mal étreint ». Le docteur Cleave adhère donc à son savoir, même si, pourtant, pointe ici ou là certains éléments, notamment des affects, qui viennent ébranler le savoir scientifique. Je cite, « J'ai toujours été fasciné, dit-il, par les personnalités artistiques. Je pense que c'est parce que la pulsion créative est une qualité tellement vitale en psychiatrie. En tout cas, elle l'est dans mon travail clinique. » Il se trouve que Edgar est peintre et sculpteur. Le docteur Cleave parle peu.
Il n'y a pas chez lui de pratique réflexive de l'équivoque de la langue. Je cite, « Je m'étais autorisé à laisser mon jugement se teindre de questionnements privés et j'avais perdu mon objectivité clinique contre transfert classique. » En fait, à part nourrir son propre penchant voyeuriste, on ne sait pas très bien non plus pourquoi il écoute, sinon pour observer le désir des autres qui en retour interroge la place du sien. Je cite, « Maintenant que je l'avais dans l'aile des femmes, je me réjouissais du projet de la dénuder de ses défenses et de l'ouvrir, pour voir à quoi ressemblerait cette psyché. » Ici, le choix du vocabulaire vient dire autre chose que ce que le docteur Clive pense être en train de développer. C'est un acte qui vient indiquer ce qui se joue chez lui au niveau du sens sexuel. Il dit d'abord ce qu'il croit comprendre de ce qui unit Stella et Edgar, et qu'il interprète sous l'angle imaginaire, comme l'indique la manière dont on nous raconte la scène, sous le règne du « j'imagine ». Je cite, « Je la titillais gentiment. Je ne pouvais pas remettre en question de manière trop directe sa réticence à parler de ce qui se passa par la suite. On y reviendrait. J'imagine que c'était urgent et primitif, quelque chose de l'ordre de la faim, de l'instinct. J'imagine qu'il l'a pris entièrement, d'un coup, sans finesse. Et j'imagine que ça n'a pas duré bien longtemps, et qu'après, les joues rouges, en feu, elle est rentrée dans la maison au pas de course, pour monter dans la salle de bain. Je la connais, cette salle de bain. Plus loin, alors que Peter tente d'agir pour stopper l'errance de Stella, qu'il pense être liée à l'impuissance de son mari, il explique « Elle se doutait que ma pulsion sexuelle n'était pas forte, et essayait d'imaginer comment c'était de vivre comme je le faisais. Elle était incapable d'imaginer. Tout ceci, c'est ce que j'imaginais qu'elle pensait. » Vous voyez comment la langue bute, en fait, sur ce « j'imagine ». Clive n'est pas seulement un savant fou, donc, c'est qu'il est fou d'amour au sens où il n'en saisit pas l'enjeu, ni la place. C'est ce qui se manifeste curieusement par sa frigidité souvent répétée et repérée, sa fascination pour le mystère féminin et le mystère de la rencontre amoureuse dont Edgar et Stella témoignent, de même que par sa peur de la folie des patients. Face à l'angoisse de ce délire, l'asile où il s'est installé pour toujours, sur lequel il règne en maître, offre un cadre absolument obsessionnel qui devrait permettre d'anéantir le désir. L'ironie de l'auteur vient souligner la division insu du personnage et fait apparaître le trou de son savoir, c'est-à-dire le lieu obscur d'où il parle sans savoir ce qu'il dit. Je cite, « L'aile des femmes dans l'hôpital se compose de 2 immeubles, chacun avec une cour intérieure relativement spacieuse et plutôt agréable, décorée de parterres de fleurs, de pelouses et de bancs. Son côté sud donne sur les terrasses où les femmes qui en ont le droit peuvent se déplacer à leur guise dans les jardins et descendre les marches en pierre qui se frayent un chemin dans l'herbe, comme le font les hommes, bien qu'elles en soient séparées, bien sûr, par un mur intérieur. En fait, administrativement parlant, l'aile des femmes, c'est mon domaine depuis de nombreuses années. Je ressens toujours une fierté de propriétaire à regarder ces chemins bien entretenus et ordonnés, ainsi que ses cours et ses terrasses. L'ordonnancement est matière à s'approprier, façon de ne rien perdre, de tout embrasser, de l'aile des femmes. Or, la femme n'est pas folle du tout, comme dit Lacan, et elle se dérobe à ce désir, quitte à mourir. Si le délire est la réponse à l'impossible accès au réel en raison du langage, on peut dire que Clive délire dans la mesure où il prend appui sur la barrière d'accès, le mur d'enceinte de l'hôpital, pour se positionner comme celui qui sait et maîtrise un savoir sur les femmes, sans percevoir que ce mur-là, dans la réalité, n'a rien à voir avec le mur réel de la jouissance qui ne se dit pas. Le médecin du roman est donc dans une impasse face à un mur puisqu'il pousse à la mort les 2 patients qui l'intriguent le plus, faisant ainsi advenir le sort que Lacan envisageait et que Jean-Daniel Mathé explique ainsi, je cite, « L'impasse de la psychiatrie, son existence même comme discipline propre, ne trouveront pas leur solution dans un plus de sens ou de croyance, sauf à délirer avec les délirants, de chaque côté d'un mur qui ne leur permettra jamais de se rencontrer. Faire résonner l'objet A sur le mur de l'asile clinique permet aux praticiens concernés de rencontrer celui ou celle qui s'y abrite. » J'en viens à la conclusion. Le docteur Clive affirme avec la plus grande inflexibilité tout ce qui relève de son savoir. Pourtant, comme je l'ai dit, des affects à fleurs, la peine, le mystère, l'angoisse, qui témoignent de ce que son adhésion pleine et entière est en fait une stratégie pour masquer. J'ai, dit-il, de la peine pour ces 2 pauvres âmes troublées, enfermées ici au cours des dernières années, se tordant dans leur enfer privé, chacun souffrant pour l'autre. J'ai connu plus d'une histoire destructrice comme celle-ci, et au final, elles se terminent toutes comme ceci, ou disons d'une manière comparable. On est frappé par un jeu signifiant en anglais, puisque l'auteur emploie le vocable « private hells », donc les enfers privés, au lieu de « private cells », la cellule privée. Et le mur qu'érige Clive séparant femmes et hommes avec tout le savoir de ce que leur union ne peut advenir sans risquer la folie,
même s'il lui semble se balader, ou pense se balader, aisément d'un côté à l'autre. On voit ici qu'il nourrit également l'enfer privé qui est le sien, sa division, celle des murs de l'hôpital, des services étanches, de l'assurance que Stella ne reverra pas Edgar. Edgar et Stella sont morts, star-crossed lovers de la psychiatrie asilaire. C'est aussi le mur qui, par l'accès à son désir à lui, que la question de la possession et de l'angoisse de castration vient souligner. Dans la scène finale du roman, Peter a trouvé une solution à un attrait pour le couple que Stella forme avec les hommes, attirance telle qu'il a voulu se loger dans la série des hommes qui la possèdent, comme on dit pour parler des corps qui copulent, ce que Stella fera croire jusqu'au dernier moment. La scène finale vient confirmer et la faiblesse de la construction du cas dans le roman, et j'espère la pertinence de celle que j'esquisse. Edgar avait peint et dessiné Stella, mais c'est le psychiatre Clive qui s'est arrangé pour recevoir ces objets. Je cite, « J'ai aussi la tête. Je l'ai fait chauffer et modeler dans du bronze noir. Je la conserve dans le tiroir de mon bureau. C'est une petite tête toute fine, belle et angoissée, pas plus grande que ma main. Mais c'est elle. Je l'emporte souvent à l'extérieur, dans la journée, pour l'admirer. Alors vous voyez, j'ai bien ma Stella après tout. Et puis bien sûr, je l'ai lui. » Ce sont les derniers mots du roman, comme pour montrer que pour Clive, l'association ne vient pas. Le point-virgule qui sépare les deux propositions fait entendre l'écart entre avoir et aimer Stella, entre la posséder et la rendre morte. L'auteur nous présente un praticien très embrouillé, très perdu dans sa pratique. Bon, on va passer aux questions. Merci pour la présentation de ce travail. Dans votre conclusion, effectivement, vous évoquez l'impasse du psychiatre dans le roman de Patrick Macgrath, qui pousse à la mort deux patients qui l'intéressent et l'intriguent tout particulièrement. Ce roman serait emblématique de l'impasse même de la psychiatrie et de ses murs, et cela fait écho pour moi à la conférence de Lacan « Je parle au mur ». Lacan nous dit dans cette conférence que jeune psychiatre, qu'il a été littéralement aspiré par la patiente qu'il a dénommée Aimée et par la psychanalyse. Et donc, par un certain biais, c'est par elle et par quelques autres que quelque chose a pu résonner de ces murs. Tout par-delà, nous dit-il, et que dans son parcours, cette rencontre a été décisive, puisque c'est à partir de l'exclusion de ceux qui habitent ces murs, ceux de l'asile clinique, qu'il a pu aboutir à formuler les 4 discours et ce qu'il a appelé la lettre d'Amur. Ces murs sont pour Lacan ceux de l'hôpital Sainte-Anne, en l'occurrence, puisque du début de sa carrière jusqu'à la fin, sa présentation clinique chaque semaine, il nous dit que ces murs, j'en gardais quelque chose sur le cœur. Lacan soulève la question de savoir si la psychanalyse n'est pas ce qu'on peut appeler un délire à deux, la paranoïa dirigée ou un autisme à deux. Qu'en pensez-vous? Oui, alors ça fait partie, donc comme on m'avait demandé de tenir 20 minutes, je n'ai pas cité j'avais moi-même pensé à ce rapprochement. Ce qui m'intéressait particulièrement, donc deux éléments peut-être, d'abord pour contourner la question. L'auteur de ce roman est lui-même fils d'un directeur d'hôpital psychiatrique, et donc une partie de son roman est construite en fait sur ses observations de la manière dont la psychiatrie s'exerçait dans ces modèles d'hôpitaux modernes. C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur cette idée de progression, de progressisme dans les années 60 et 70. Et donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose que je voudrais dire pour répondre en partie, c'est justement, c'est intéressant de ramener ce que propose Lacan lorsqu'il dit « je parle au mur », parce qu'il parle au mur, mais il s'en est aperçu. Et ce qui est intéressant, c'est que Clive, c'est le contre-exemple, c'est le psychiatre qui, parlant au mur, n'a pas vu le mur dans lequel il fonce et dans lequel finalement il entraîne tout le monde.
Et là, il me semblait qu'il y avait une question éthique qui n'était pas inintéressante dans ce traitement par la fiction de ce qui peut rater aussi dans ce délire à deux. Pour répondre peut-être un peu rapidement, je dirais que Lacan nous propose une vision, comment dire, fraye la voie d'un délire à deux qui pourrait être aux commandes. Et là, on voit l'impasse d'un délire à deux qui est sans contrôle, quoi, qui est sans, voilà, où le mur était un véritable mur d'impasse contre lequel on vient se cogner. Justement, pour continuer dans ce sens, ce qui est intéressant, c'est le montage quand même littéraire, fictionnel que à plusieurs reprises dans votre texte vous rappelez. C'est-à-dire que c'est précisément pour dévoiler, finalement, faire exister cet insu de ce qu'il ne veut pas savoir de son propre désir, ce clive, que l'auteur, paradoxalement, on pourrait dire, choisit une forme narrative très précise, enfin, c'est un montage très précis, c'est-à-dire un narrateur interne, qui lui-même ne cesse de répéter qu'il y a tout un champ lexical de la main, puisqu'elle décompense, non, elle se suicide au moment où il lui demande sa main, mais il dit plusieurs fois qu'il veut la guider avec sa main, enfin il y a quelque chose, donc on est pris au fond dans la narration interne, dans le délire, dans la certitude de ce narrateur, et paradoxalement c'est par ce choix-là que l'auteur nous donne à voir, justement, c'est-à-dire qu'il y a un décalage. Et donc est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus, parce que vous dites qu'il fait exception par rapport aux auteurs de romans noirs, il n'y a pas d'incertitude narrative, alors vous parlez de son ironie, est-ce que c'est ça la manière par laquelle il y a une complicité qui peut se faire, par exemple, entre l'auteur et le lecteur? Oui, merci. C'est en fait, effectivement, donc le roman nous mène sur... il y a une instabilité narrative comme dans le roman noir, dans le sens où on est amené à penser progressivement que chaque personnage qu'on rencontre est en fait le fou dont il sera question. Le roman s'intitulant Asile, on a un peu l'idée quand même qu'on va être confronté à la folie. Alors d'abord on s'égare et puis on s'aperçoit que finalement sa folie est quand même une folie, comment dire, orientée, hein, c'est-à-dire il quitte l'hôpital et il arrive pendant de nombreux mois à vivre, etc. Ensuite, on pense que c'est Stella, puisqu'il y a cet accident, et puis finalement, c'est peut-être Peter. Enfin, donc il y a un montage, comment dire, de fausses pistes, voilà, c'est ça, de fausses pistes qui est propre au roman noir. Mais là où le dispositif narratif ou fictionnel est intéressant, c'est que dans ce genre très cadré, qui d'habitude, d'ordinaire, offre quand même peu de place à l'invention formelle ou à l'invention ou à l'ironie, qui plus est. Eh bien, progressivement, l'auteur introduit du jeu entre le discours qui est tenu par Clive et ce qui doit se passer. Enfin, il y a quand même ce sentiment que ce qu'il affirme, ça ne doit pas être ça. Et c'est ça qui commence à nous ouvrir la voie pour commencer à imaginer que Clive se trompe et que donc sa certitude est en fait une certitude, comment dire, qui peut nous alerter. Dangereuse, oui. Voilà. Et peut-être pour répondre encore, peut-être que ce que vous avez en tête, c'est aussi l'instabilité narrative qui va permettre de... Alors, je trouve qu'il n'y a pas d'instabilité narrative, mais en revanche, il y a un dispositif qui est tellement fort qu'on se perd assez vite dans l'intrigue, en fait, dans la volonté d'essayer de démêler ce qui serait vrai de ce qui serait faux, enfin, de ce qui aurait eu lieu, alors qu'en fait, toute l'intrigue est un miroir aux alouettes, et ce qui constitue l'attrait, c'est justement cet appareillage, cette manière de s'appairer au patient, qui va faire couple en fait, avec tous les patients. Voilà. Alors, il
il y a des phrases dans votre texte qui me font penser à la perversion. Il y a la phrase « Je me réjouissais du projet de la dénuder de ses défenses et de l'ouvrir. Il pousse ses patients à la mort. À la fin, il dit « C'est une petite tête toute fine, belle et angoissée, pas plus grande que ma main. » Donc je me suis posé la question s'il ne s'agissait pas plus d'une perversion que d'un délire à proprement parler. Parce que si c'est plutôt une perversion, on pourrait se dire qu'il ne s'est pas trompé du tout, en fait. Qu'il a bien atteint son objectif. Oui, merci, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Pour la journée, j'ai orienté le texte par rapport à la question délire passionnel à deux. Et je trouvais intéressant d'amener tous ces éléments. Comment dire, où finalement la manière qu'il a de rencontrer Stella provoque aussi son délire à elle. Donc peut-être ça c'était pas clair dans la présentation que j'ai faite aujourd'hui. Oui, mais justement, il clive. Oui, il clive. Il clive. Et peut-être que sa jouissance, elle est là. Oui, pourquoi pas. Mais je suis pas sûr que... non, voilà. Pourquoi pas, mais non, je ne pense pas qu'il clive. Vous voulez dire qu'il clive qui? Cliver, qu'il divise. Oui, non, je comprends pas, mais qu'il clive quoi? Le patient. Bah non. À ça, je dirais que non. Parce que, justement, en fait, dans le roman, j'ai l'impression qu'il ne sert que de support, finalement. Comment dire, il est sur la route de ses patients et il ne fait que les amener à ce qui les abîme eux. Mais lui, son intervention est, je dirais, presque nulle au sens où il les remet nulle part, il les déplace pas. Alors je ne sais pas si ça répond, mais pour moi, cliver, ça supposerait qu'il y ait une action sur, alors que je le vois plutôt comme étant une sorte de soutien. Vous dites quand même maître, il règne en maître. Il pourrait y avoir un désir comme ça, une volonté d'être le maître de la jouissance. Là, quand il a cette petite tête à la main, la petite tête angoissée, il ne s'agit pas de Stella. Il s'agit de la réduire à un objet dont il peut être le maître. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand tu lui demandes Oui. ça peut le passage à l'acte. Oui. Mais ça clique. Bon, j'ai oublié ça. Ça, c'était juste pour rebondir sur les signifiants. Ah oui. Il faut que j'oublie le signifiant. Celui-là. Oui, peut-être. Bon, c'est juste comme ça. Amener une autre lecture. Oui, peut-être. C'est un roman hyper complexe, quand même. C'est un roman, oui. Avec des personnages très vertueux. On ne sait plus très bien qui parle, qui est à quelle place aussi par moment. Alors, merci beaucoup. C'était Francesca Viaggiai, donc un texte où on s'approche de la question du délire à deux ou de l'union de deux délires via Lady Macbeth. Donc il me semble aussi que ton texte, Francesca, vraiment c'est un focus sur le nouage de deux délires, sur ce qui précipite le passage à l'acte et aussi sur ce que change le passage à l'acte sur chacun des protagonistes. C'est ça. Oui, c'est ça. Tu voulais dire quelque chose avant ton oui, non, c'est simplement... Non, en écoutant ce qui a été dit précédemment, évidemment, comme mon texte démarre sur le délire à deux tel que Flaneray et Lassagne ont pu l'écrire, le théoriser, je tiens quand même à dire qu'il faut s'entendre sur ce que l'on veut dire par délire à deux. C'est-à-dire qu'il y a le délire à deux au sens de, pour faire court, au sens de tout le monde est fou. Donc en effet, là, il y a du délire à deux possible. Et puis, il y a le délire à deux au sens
de la psychiatrie classique telle qu'elle le comprenait, enfin telle qu'elle le théorisait, c'est-à-dire à ce moment-là, le délire à deux dans la psychose, ce qui n'est pas du tout la même chose, parce que ça veut dire que folie d'une part et psychose de l'autre, c'est pas du tout la même chose. Miller faisant remarquer que la psychose, au fond, c'était la pathologie de la folie, que la folie, elle, était bien plus large que ça. Donc c'est pour dire que nous allons parler tous les deux du délire à deux, mais ce sont des délires avec des prismes différents. Enfin, pas loin, mais quand même. Donc voilà. Alors, je voudrais aussi faire une petite précision. J'ai fait des citations qui sont extrêmement courtes, puisqu'on devrait faire court, donc on avait un délai, enfin un time, une durée. Pour préciser, évidemment, que j'ai lu 3 ou 4 traductions, et j'ai lu la traduction italienne aussi, pour voir si, au croisement, enfin, si les signifiants prélevés qui ont un certain poids, si leur poids est un poids vraiment réel, ou bien si c'est un traducteur qui, par hasard, a traduit quelque chose qui donnait du poids. C'est pas du tout la même chose. Donc, en croisant les signifiants, je peux dire ce que je dis, non pas à partir d'une seule traduction, mais à partir de 4 ou 5 traductions. Voilà. Ça me paraît être fondamental quand on parle de signifiants, sinon, évidemment, on peut le faire jouer dans le registre imaginaire et il faut aller en vérifier plutôt le poids de réel. Voilà, maintenant je peux commencer. Donc, le délire à deux donc, est un concept de la psychiatrie classique qui ne manque pas de pertinence apparente. La clinique en atteste. Par le fait qu'il dépasse la subjectivité individuelle, les aliénistes lui ont donné une définition très étroite, parce qu'il ne peut pas y avoir de place pour deux, d'une certaine manière, qui ne permet que peu de nuances singulières propres à chaque sujet. Lassègue et Falleret, qui publièrent en 1877 un article sous le titre « La folie à deux », la définissent ainsi. Dans la folie à deux, l'un des individus est l'élément actif, plus intelligent que l'autre. Il crée le délire et l'impose progressivement au second, qui constitue l'élément passif. Ce dernier, en réagissant à son tour, peut, dans une certaine mesure, rectifier, amender et coordonner le délire qui leur devient alors commun. Il le répète alors à tout venant, dans les mêmes termes, et d'une façon presque identique. Une autre condition importante est que les deux individus vivent pendant longtemps absolument une vie commune, plus ou moins coupée des influences extérieures. Enfin, le délire doit reposer sur un fond de vraisemblance, c'est elle qui permet à la conviction de l'un de s'implanter dans l'esprit de l'autre, et ils appellent ça la contagion mentale. Dans son écrit de 1931, Folie simultanée, publié dans les premiers écrits, comme dans celui de 1933, Motif du crime paranoïaque, le crime des sœurs Papin, Lacan évoque le délire à deux, non sans y apporter un éclairage différent. C'est ce point qui m'a intéressé de faire savoir. Dans le premier, il présente 2 cas de délire à deux, sans insister sur la fameuse contagion mentale. Je cite, « Pas de délire inducteur, donc, ni de délire induit, mais, je cite, une évolution indépendante des délires avec des possibilités de critique réciproque qui se mesurent au degré de conservation du contact avec le réel. » Je cite Lacan. À chacun son délire, donc, sa pathologie. C'est à cela que Lacan déjà anticipe le sujet non particulier, mais singulier. Là, je ferai une incise, l'objet A n'est pas collectivisable. En ce qui concerne les sœurs Papin, Lacan reconnaît pleinement dans cet écrit la phénoménologie du délire à deux. Mais alors, il dissocie à cette époque déjà le miroir et le narcissisme de l'autre avec un grand A, présent sous la forme de la tension sociale. Il y introduit la dimension de la sexualité. Donc, petit A pas collectivisable, enfin il ne le sait pas encore.
la pulsion avec laquelle tout être humain a affaire et qui tient au réel. Il s'éloigne ainsi de la psychiatrie. Je le cite. Nous allons voir que notre conception de la paranoïa en donne une notion toute différente, donc du délire à deux, et explique de façon plus satisfaisante le parallélisme criminel des deux sœurs. Les délires pouvant sur certains points se rencontrer, s'y réunir. À la lumière de cette dimension de la singularité chez Lacan, j'ai souhaité interroger le délire commun, la folie meurtrière donc, c'est ça le délire commun, du couple Macbeth, autrement que relevant de la simple influence d'une femme sur son mari. Freud, comme Lacan, se sont intéressés à Shakespeare. Freud le qualifie de plus grand des poètes de l'âme humaine. Lacan consacre une partie de son séminaire à Hamlet et fait valoir que Shakespeare a certainement été l'un des êtres qui se sont le plus avancés, le plus dans l'exploration des oscillations subjectives, au point que son œuvre nous décrit une sorte de cartographie, j'insiste sur ce point, de tous les rapports humains possibles, mais avec ce stigmate qui s'appelle le désir, en tant que point de touche, désir de Shakespeare, monsieur, ce qui signe irréductiblement son être. Et c'est ce par quoi son œuvre, partout recoupée, présente une miraculeuse unité de correspondance. Ces mêmes recoupements, donc, nœuds, points de convergence d'une logique subjective, nous les retrouvons dans la pièce Macbeth, dont nous tenterons de donner un éclairage psychanalytique. Le canevas de la pièce vous est connu. Il est cependant à remarquer que par rapport au contexte historique dont Shakespeare s'est inspiré, il a réduit la durée temporelle de plusieurs années à 2 mois. Les rapports entre les personnages, m'a-t-il semblé, comme leur caractère, n'en sont que plus visibles. Une cartographie, donc, comme dit Lacan. Macbeth, pièce écrite vers 1606 et postérieure à Hamlet, que Lacan considère comme un tournant dans les pièces de Shakespeare, qui est marqué par la mort du père, Hamlet. Hamlet constitue une limite dans le fait d'avoir pour un homme à situer son désir. Donnez-moi un désir, dit Hamlet. Dans les pièces successives, les personnages vont passer au-delà de la limite. Les femmes comme les hommes, et à propos des femmes, Lacan dit, elles deviennent abyssales, féroces et tristes. Le couple Macbeth va dans le sens de ce dépassement des limites. Et Lady Macbeth n'échappe pas à cette remarque, à tel point que c'est à elle que l'on attribue le plus souvent la détermination meurtrière. Elle la guide, bien qu'elle n'en soit pas l'exécutrice, et elle éclipse souvent son mari dans les commentaires critiques. La pièce s'ouvre sur les sorcières. Les capitaines, Macbeth et Banquo, reviennent victorieux d'une sanglante bataille contre les rebelles. Les sorcières, dont on ne sait si elles sont choses ou femmes, les arrêtent. Vos barbes m'empêchent d'interpréter qui vous êtes, Banquo, acte 1, scène 3. Elles annoncent à Macbeth son destin. Il sera roi, mais les rois suivants descendront de Banquo. La vérité qu'elles énoncent se fixe en certitude pour Macbeth et le paralyse. C'est Banquo, son alter ego, qui en atteste, en nous signalant la stupeur de Macbeth. Cher Seigneur, pourquoi sursauter, trembler, craindre, etc. Il en paraît envoûté. Banquo, acte 1, scène 3. Cela ouvre une brèche chez Macbeth, qui veut en savoir plus, et plus encore. Il en sera ainsi tout au long de la pièce, comme si tout hasard devait être aboli ou venait d'être aboli. Et les conséquences des actes, connues dans les moindres détails. Il ne cesse dès lors de poser des questions qui visent le moment d'après, plus loin, toujours, dans une métonymie que rien n'arrête. Il ne peut plus se détacher de ses paroles. Ces paroles l'ont saisi au corps et âme, et elles ont dépassé les limites de la croyance. Ces vérités qui le concernent et qui ne sont ni le bien ni le mal,
Macbeth, acte 1, scène 3. Ni le bien ni le mal, je dirais avec Lacan, le réel. Que sont ces sorcières, sinon la mise en jeu d'un savoir su, comme dans Hamlet, un savoir su extérieur au sujet, Macbeth, un réel, donc, présentifié, qui vient rencontrer du dehors l'idée de meurtre chez Macbeth. Dans l'immédiateté de sa pensée, le meurtre est déjà là. Ma pensée, le meurtre encore n'est que fantasme, mais le mot est là. Acte 1, scène 3, immédiatement au moment où il l'apprend. Dont l'attente de sa réalisation seule pose question et prend l'allure d'un défi à l'autre, faites-le. Mais s'il me veut roi fortune, sans que je bouge, peut me couronner, Macbeth. Donc, tu veux que je sois roi, fais-le. Indiquant par là, quand même un déni de la castration, quand même, une faiblesse du désir et une volonté décidée. C'est sur ce fond que Shakespeare introduit une incise. Duncan, il arrive, alors roi, déclare à ce moment-là que Malcolm, son fils, va lui succéder. Ce ne serait donc pas Macbeth. L'acte est dès lors précipité. Macbeth entre dans l'entonnoir temporel de sa réalisation, un présent qui se fige et attend la première circonstance favorable. Macbeth. Que l'œil devant la main se ferme, et cependant cela soit ce que les yeux, quand tout est fait, craignent de voir. Donc les yeux verraient après l'acte et pas avant l'acte. Le regard est ici exprimé postérieurement à l'acte. Ces inversions d'écriture, où l'acte est avancé avant toute élaboration de pensée, on va dire, jalonnent l'ensemble de la pièce. Ils rendent compte du réel comme venant à la place du vide symbolique, tel que, disons-le, il est propre à la psychose. Entre en scène à cette place vide, alors évidemment il y a aussi le fils Malcolm, c'est-à-dire au fond un petit point qui fait vaciller Macbeth. Entre en scène à cette place vidée de projet de réalisation de l'acte, Lady Macbeth. Elle a reçu une lettre de son mari qui l'informe de leur destin. Aucune hésitation chez elle non plus, la même immédiateté. Le meurtre, comme chez lui, s'inscrit sans qu'ils se le disent. Leur folie est commune, c'est la folie meurtrière. Elle connaît bien son époux. Elle ne doute pas qu'il le veuille, ce crime, mais le passage à l'action risque de lui faire défaut. Car il est bon, c'est elle qui le dit, tout bon, mais surtout il est donc entier. Sa nature, je citais de Macbeth, sa nature est trop pleine. Le mal y manque. Il manque de manque. Le mal, dans le retournement pourtant, n'y est en réalité que plus total. Sa force est une faiblesse du désir. Car qu'est-ce ici, à ce moment-là, que le mal, sinon l'aiguillon, cet objet petit a, cause du désir, qui viendrait pour pousser à, et qui sera, le dit Macbeth. Le mal, cette fois-ci, au sens non pas tout mal, mais ce qu'il faut donc, et pour créer les circonstances, les moyens, le moment opportun. Lady Macbeth se fait l'instrument du destin qu'à eux deux ils accompliront ensemble. À la crainte de Macbeth de dépasser les limites, je le cite, « J'ose tout ce qui peut convenir à un homme. Qui ose plus n'en est pas un. » Donc il craint pour son humanité, à juste titre. Lady Macbeth répond, « Donc, quelle bête vous a fait révéler cette entreprise à moi ?» C'est-à-dire, vous m'avez pris comme instrument de votre destin. Mais elle y consent. L'union est complète. Elle porte le sens, Lady Macbeth porte le sens, l'action, la raison de l'action. Shakespeare a fait en sorte que Lady Macbeth ne soit pas, elle, contrairement à Macbeth, taillée dans la pierre. Elle n'est pas entière, elle n'est pas toute. Sinon, comment comprendre qu'elle en appelle à l'autre avec un grand A,
qu'elle formule cette demande de désexualisation et que parallèlement la femme en elle se sépare d'une mère aux accents meurtriers. Faites-moi, dit-elle, sans mon sexe, comblez-moi de la pire cruauté. Acte 1, scène 5. Lady Macbeth sait que Macbeth est une force fragile. Elle ne s'étonnera pas de l'apparition des hallucinations qu'il aura ultérieurement. Ces troubles sont anciens, elle les connaît. Elle sait bien comment faire avec lui. Elle dira aux autres, ne lui parlez pas, ne les alimentez pas. Elle n'est pas toute non plus quand l'idée et l'image de son père en Duncan dormant, dit-elle, l'auraient empêchée d'agir elle-même. Donc là, elle est divisée. Elle est mise à mal. Elle vacille. Si Macbeth est du côté du tout ou rien, pour moi ou contre moi, qu'on peut qualifier de paranoïaque, Lady Macbeth, elle, révèle la dimension de la jouissance féminine illimitée. Elle supplémente la jouissance phallique, et là, elle prend la place, puisqu'il n'y a pas de jouissance phallique chez Macbeth, dont parle Lacan, et qui lui fait dire « toutes les femmes sont folles, pas folles du tout », jouant sur l'équivoque. C'est elle, Lady Macbeth, qui ouvre à son mari la voie de l'au-delà, au-delà du monde coupé en deux, du bien et du mal, propre à la structure de Macbeth. Le meurtre va être perpétré par Macbeth à partir du moment où Lady Macbeth en établit la stratégie. C'est ça qui lui manque. Car ce qu'il craint, ce sont les conséquences. Être pris, être découvert, c'est extrêmement pragmatique. Soit, je cite, que l'horrible action puisse être proclamée à tous, pour tous les yeux, c'est-à-dire qu'on le voit de partout. Le meurtre est accompli, et le meurtre change Macbeth. Si Shakespeare nous l'indique dans une courte scène, Shakespeare nous l'indique dans une courte scène qui, à mes yeux, est déterminante. Les serviteurs, les serviteurs de Duncan, peu avant d'être assassinés à leur tour, s'adressent à Dieu en disant « Bénissez-moi », l'autre répondant « Amen ». Macbeth, bénissez-nous, Amen. Macbeth aurait voulu espérer lui aussi une bénédiction, mais le mot lui reste collé à la gorge dans une traduction. Je vous lis une autre ici. Mais pourquoi n'ai-je pas pu dire Amen? J'avais un grand besoin de bénédiction. Amen resta dans mon gosier. Collé à la gorge, rester dans le gosier, ce sont des signifiants de corps. C'est le moment de bascule. Dieu est mort pour Macbeth. Un moment crépusculaire qui emporte l'autre avec un grand A. La femme est le sujet lui-même. L'ordre du monde est bouleversé, renversé. Des voix résonnent. Peur, impossible retour. C'est l'effroi, le chaos. Il suffit de lire. Macbeth, je cite, Macbeth a assassiné le sommeil, acte 2, scène 2. Et avec lui la vie, parce que le sommeil c'est le renouvellement. La nature, le renouvellement. C'est un moment de mort subjective. À partir de là, dans la pièce, les meurtres qui suivront ne seront plus les mêmes. Ils ne sont plus du registre de l'avidité de pouvoir. Ils sont ignorés de Lady Macbeth. C'est la haine, la crainte, la persécution ou l'emballement qui les motive. Il y a urgence à tuer Banquo, figure à présent d'un idéal du moi qui l'écrase, matrice de l'énamoration propre à la libido paranoïaque. La tirade de Macbeth en est le paradigme. Quand il parle de Banquo, il dit « il ose beaucoup et a la force indomptable d'esprit. Il joint la sagesse au point de guider sa valeur vers l'action. » Donc c'est exactement ce que lui ne peut pas. Tuer Banquo, et bien sûr son fils, c'est le but. Celui-ci en réchappe.
Voilà Macbeth assailli de nouveau. Les hallucinations reprennent. Et le spectre de Banquo lui apparaît au banquet. Au cours d'un banquet, le banquet où lui-même devrait être couronné roi, puisqu'il fait suite à Duncan. C'est ensuite le tour de Macduff. Macduff est lui aussi un vaillant, qui, ne faisant pas allégeance à Macbeth, devient un ennemi et absent de chez lui ce jour-là, enfin il est parti, par contiguïté métonymique, toute critique et toute humanité ayant quitté Macbeth, il tue la femme de Macduff et ses enfants. Sur Lady Macbeth, le meurtre a produit aussi des effets, d'où le malentendu, lorsqu'elle attribue à son époux ce qui n'est qu'une certaine tristesse. Lady Macbeth, je la cite, « Plus sûre d'être ça que nous détruisons, nous sommes détruits nous aussi, peut-être un peu, quelque chose de ce genre, quoi, que de destruction tirer la joie douteuse. » Donc sa joie est douteuse. Cependant, tant qu'elle se pense avec lui, elle garde un certain pragmatisme. Un peu l'eau nous lavera de cette action, et que facile ce sera. Acte 2, scène. Pourtant, elle ne le sait pas encore, que leur folie commune n'est plus, qu'elle se distribue à présent subjectivement et les sépare. Le crime a eu un pouvoir séparateur, le réel a eu un pouvoir séparateur. Lady Macbeth disparaît de la scène et ne réapparaîtra que bien plus tard, somnambule, sa dame de compagnie auprès d'elle et un médecin. Dans son sommeil éveillé, elle essaye vainement d'effacer de ses mains les taches de sang. Shakespeare a choisi pour elle le somnambulisme, entre veille et réveil et sommeil. Ses mains sont les leurs. Elle répète les mots prononcés par Macbeth. Il est impossible de la réveiller, sans danger, immédiat. C'est l'inconscient en tant qu'impossible à saisir. La maladie mentale qu'est l'inconscient, dit Lacan, ne se réveille pas. Chez elle, le réel est là, elle l'incarne. Elle entre en évoquant le meurtre perpétré par son mari. Elle en a souhaité qu'un seul, un seul qui était justifié au sens de leur folie du pouvoir. Mais elle ne peut les détacher les autres, elle les prend pour elle aussi. C'est ce qui fait qu'elle entre dans une forme, je dirais, de culpabilité délirante, avec son infinitude propre à la mélancolie. À la mélancolie anxieuse, parce qu'elle ne cesse de se frotter les mains. Et la mélancolie anxieuse est l'urgence la plus absolue de la psychiatrie, puisque le sujet est quasiment réduit à l'objet, et l'anxiété fait qu'il doit absolument trouver là où aller, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'acte est là. Donc je fais une petite incise là. Et à la mélancolie anxieuse, celle qui conduit à tous les coups au suicide. Et c'est ce qui va se produire. Macbeth, lui, dans l'impossibilité qu'il est de supporter la moindre surprise, convoque les sorcières, qui après la rectification que leur fait Hécate sur le fait qu'on ne doit pas délivrer aux hommes la sécurité, pire danger pour les mortels, Shakespeare dit quand même, la certitude, c'est le pire danger pour les mortels. Donc autrement dit, la certitude, lui indiqueront son avenir par les voies de l'énigme. Pour Macbeth, qui ne peut s'en saisir, ce sera de nouveau la certitude. En effet, celle de l'impossible comme absolu. Alors, voilà l'énigme. Il ne pourra être tué par un homme né d'une femme et ne sera pas vaincu tant que la grande forêt de Birnam, vers le sommet de Desinan, ne s'avance contre lui. Autrement dit, pour Macbeth, qui prend les mots au pied de la lettre, jamais. Les soldats, camouflés derrière les branchages, coupés, avanceront vers Dunsinane. Macduff, né par césarienne, tuera Macbeth, qui, refusant de se rendre, défiera le sort jusqu'au bout, non sans maudire la langue. La langue, c'est-à-dire que là, Shakespeare, vraiment, il a canné. La langue, car c'est elle qui, depuis toujours, l'a trahi.
je préférerais vous lire que plutôt le bout de phrase, c'est très court. Maudite soit la langue qui me parle ainsi. Elle a détruit la part la meilleure de l'homme. Et qu'on n'écoute plus ces ennemis jongleurs qui nous ont enroulés dedans, dans la langue, le double sens, qui ont mis le mot de promesse à notre oreille et le brise à notre espoir. Je ne me peux pas avec toi. Bon, il va se laisser mourir sous les coups de Macbeth. Voilà. Quand je sens vraiment sur cette démonstration de cette logique du délire à deux, je pose. Alors, on nous reste quelques minutes, 4-5 minutes. Voilà, allez-y. Je veux bien poser une question. Merci Francesca pour ce travail. Moi, je vois un parallèle avec la lettre volée. Parce que c'est une lettre qui déclenche le mal. Vous dites, cet objet, le mal, le mal, c'est l'objet petit a qui viendrait pousser A. Et dans la lettre volée, le ministre, quand il rentre dans la chambre de la reine, il n'y allait pas avec cette intention de voler une lettre. Lorsqu'il a vu la lettre, que l'action a été précipitée. Donc, je me suis demandé si ce n'était pas, en effet, une histoire sur cette lettre hors sens qui pousse à... Écoutez, ce que vous dites me fait penser à quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Je n'avais pas pensé que la lettre était une lettre. Donc je vous remercie. Parce que précisément, dans la folie paranoïaque de Macbeth, il n'y a pas de place pour objet petit a autre que la lettre, en tant que lettre écrite. Et donc pas l'objet petit a cause du désir. Donc je souscris tout à fait. Je vous remercie. Une dernière question, peut-être. C'était Virginie ou Fabien? Virginie? Oui, juste. Enfin, moi j'étais touchée, Francesca, que vous terminiez sur la question de la langue, enfin sur maudire la langue. Non, mais que vous le rapportiez. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment le fil aussi de la table, puisque ce qui se passe pour lui, c'est quand même qu'au moment où il rencontre l'oracle des sorcières, il se passe ce qui ne se passe pas pour le patient de qui, grâce au maniement, c'est-à-dire qu'il y a ce défilé métonymique là, non capitonné, et juste je me disais, ben voilà, c'est quand même le fil rouge, et on a parlé tout à l'heure de délire à deux, d'autisme, et juste pour peut-être pour boucler quelque chose, quand même ce qui permet de sortir dans la situation analytique de l'autisme à deux ou du délire, c'est quand même que l'analyste sait quelque chose du fait que la langue le concerne au premier chef. C'est le cas de qui, et c'est pas le cas du, c'est pas le cas de Clive justement. Enfin, et donc quand même c'est chouette que vous terminez sur cette question. Oui, c'est juste ce que vous dites, c'est-à-dire que ça me fait penser que l'analyste est en position de semblant d'objet et pas d'objet. Tandis que Lady Macbeth, elle se prend pour l'objet. L'analyste ne se prend pas pour l'objet. Il sait que c'est le maniement de la parole, justement. Donc, en effet... Mais en tant qu'il l'a éprouvé pour lui-même. Ben, en tant qu'il a fait une cure et qu'il est analyste, oui. Bon, je vous propose qu'on s'arrête peut-être, Fabien, parce qu'on a déjà un petit peu de retard.